Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le supplément de Tech Café. Nous enregistrons cet épisode le 23 janvier 2024 et ça succède à l'épisode hebdomadaire numéro 350. Alors bien entendu, si vous voulez être à la page de ce qui se passe de plus important dans la tech et que vous avez qu'une heure à consacrer à l'écoute des podcasts, écoutez plutôt l'épisode précédent. Mais je suis sûr que si vous êtes en train d'écouter cet épisode, c'est que vous avez encore un peu de temps dispo ou que vous avez tout simplement encore un petit peu envie de nous entendre parler de tech. Et donc, bienvenue dans cet épisode supplément où on va aller un petit peu plus loin dans les sujets de la tech de la semaine. On va commencer très très vite en parlant notamment des performances de Google sur les moteurs de recherche. On va parler forcément encore un petit peu d'intelligence artificielle. On a plein de choses qu'on va pouvoir partager. Et quand je dis plein de choses, ce sont plein d'actualités qui ont été sélectionnées et savamment mises en scène par mon compère du podcast Tech Café. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, et comment vas-tu ? Mais écoute, ça va très bien. Toujours en pleine forme depuis l'épisode hebdomadaire que nos auditeurs ont écouté. Je n'imagine pas que ce soit autrement. Bien, absolument. Et on va, une fois de plus, dérouler notre tapis rouge. Je l'avais renroulé pour l'épisode hebdomadaire, mais il faut le redérouler pour accueillir comme il se doit. Fred DeWitt, Crash Team 96, Vulperion, Benoît Galati, Frédéric Pesquet, Fijiko, Cassim Montilla, du Greg, Ice Tiki Backshots et Kaede Attaqué. Alors, vous ne m'aidez pas sur les pseudos, vous n'êtes pas évident. Et d'ailleurs, je ne sais pas, il y en a peut-être qui vont se prêter à l'exercice, mais vous allez voir, je n'ai même pas prononcé de la même manière dans l'épisode hebdomadaire et dans l'épisode supplément. C'est même soutien Patreon. Peu importe, c'est auprès de votre personne qu'on adresse nos remerciements et nos gestes attendris et larmoyants pour vous remercier tout simplement d'avoir accepté de nous soutenir sur Patreon, patreon.com/techcafé. C'est un site de financement participatif où vous pouvez vous créer un compte en quelques secondes et puis accepter de nous soutenir. Il y a différents niveaux de participation et dès le premier niveau de participation, vous profitez du flux qui vous permet d'écouter les épisodes du podcast sans la pub. Patreon.com/techcafé. Merci évidemment par avance beaucoup de nous soutenir ou de l'envisager. Guillaume, sans autre forme de procès. Et oui, il faut qu'on le dise quand même, on utilise tous maintenant Google au quotidien. Peut-être quelques pourcents de nos auditeurs qui utilisent Bing ou des moteurs de recherche alternatifs, mais qu'en est-il des performances de Google ? C'est devenu une sorte de consensus. Les résultats Google sont devenus tout pourris. Voilà. On l'entend souvent. C'est ballot. C'est un consensus populaire, mais est-ce que c'est une vérité scientifique ? Oui. Désormais, oui. C'est devenu aussi une réalité scientifique, c'est-à-dire appuyée par une étude méthodique et rigoureuse qui nous donne une idée de l'étendue du souci, d'attendre mieux. Parce que ça ne touche pas que Google, et pas tous les résultats de recherche de manière équivalente d'ailleurs. Alors, c'est des chercheurs de Leipzig, Weimar et de Scalable Data Analytics qui ont étudié les résultats de recherche pour 7392 tests produits sur un an. Donc ils ont fait ça sur Google, Bing et DuckDuckGo. Et ils confirment bien que tous les moteurs de recherche ont un lourd problème avec le contenu hautement optimisé, c'est-à-dire pourri de SEO, quoi. Donc en moyenne, les pages qui se retrouvent en tête des résultats de recherche sont plus optimisées, bien sûr, c'est-à-dire monétisé à mort, et de moindre qualité que la moyenne. Donc une bonne partie ne contiennent pratiquement aucune valeur ajoutée, autre que des mots-clés, puis les liens affiliés. En gros, ce que vous trouvez sur les moteurs de recherche quand vous cherchez à en savoir plus sur un produit, c'est tout simplement des sites qui cherchent désespérément à te vendre le dit produit. Donc en gros, c'est du spam. Tous les moteurs de recherche souffrent du problème, les mesures prises pour y remédier sont d'une efficacité tout au plus temporaire. Par contre, c'est encore Google qui s'en sort le moins mal. Comme quoi. Donc la tendance n'est pas rassurante, la frontière entre le spam caractérisé et le contenu bénin mais de faible qualité tend à devenir de plus en plus flou. Et là évidemment, le texte généré en masse par des armées de chatbots nous vient immédiatement à l'esprit et fait courir un petit frisson d'effroi le long de notre colonne vertébrale. Tout ça est préoccupant et mérite, je cite, une plus grande attention. Le problème c'est qu'on ne sait pas trop comment s'attaquer à tout ça, et l'article lui-même reste assez évasif sur de bonnes stratégies à adopter. Même l'interdiction des liens affiliés, hypothétiquement, pourrait résoudre une partie du problème, mais certainement pas tout, c'est pas suffisant, puis ça aurait d'autres effets délétères économiquement parlant. Heureusement, on peut toujours se consoler en se disant que c'est une étude qui s'intéresse uniquement aux tests produits, et donc pour d'autres types de contenus, ça marche quand même encore pas trop mal. Ouais, peut-être qu'en dehors des tests produits, les performances restent au rendez-vous. On l'espère notamment dans le domaine de la santé. On avait déjà parlé de l'importance de la qualité des résultats d'un moteur de recherche dans le domaine de la santé, notamment à l'époque du Covid-19, mais pas que. Je dis à l'époque comme si c'était totalement révolu. Tu vois, j'essaye aussi de me convaincre, Guillaume, que cette ère est derrière nous en matière de Covid-19. Pourtant, on sait qu'il y a encore des cas positifs. Bref,
Un sujet également qui fait l'objet de combats de la part des plateformes et de la part des grands services en ligne tels que YouTube, c'est la lutte contre les climato-sceptiques. Je cherchais le terme, Guillaume. Oui, bah toujours dans les algorithmes Google finalement, hein, figurez-vous que le déni climatique ne fait plus recette sur YouTube. Parce que non, voilà, dire que le réchauffement climatique ça n'existe pas, ou dire que les phénomènes de dérèglement climatique sont des illusions ou des variations naturelles, Je sens pointer la créativité. ça devient plus difficile effectivement. Mais bon, surtout ça rapporte plus un rond puisque YouTube démonétise ce contenu désormais. Par contre, ce qu'on peut toujours faire, c'est dire que les solutions proposées, comme les énergies renouvelables, ça marche pas. Ouais. Elles sont Il faut moins pas bof. s'emmerder. Ouais. Voilà, pas la peine de s'emmerder, ou bien que les experts sont pas fiables pour X ou Y raison. On peut même dire que le changement climatique, en fait, c'est cool. Non mais c'est vrai, c'est chiant toute cette glace au pôle en fait. On peut pas exploiter l'Antarctique, on peut pas creuser des gros trous pour trouver du pétrole, on peut pas passer en bateau où on veut, on sky les meules au Groenland. Non franchement, si tout fond et que Nuuk, qui est la capitale du Groenland, devient une station balnéaire, bah, ça va relancer l'économie. Et puis moi j'aime pas le froid de toute façon. Hein. Si on peut se Ça faire des m'emmerde. barbecues dans le jardin dès le mois de Bah février, oui. ça gêne qui? Bon. Et des vidéos qui disent ça, en plus, elles sont pas contraires à la politique de YouTube et donc elles peuvent être parfaitement monétisées. Et du coup, 70% des contenus climato-sceptiques avancent désormais ces arguments-là, alors qu'en 2018, 65% étaient clairement dans le déni brut. Donc il s'agit simplement d'une nouvelle forme de déni en réalité, hein, étant donné que, évidemment, les bénéfices du changement climatique, entre guillemets, hein, s'il y en a, sont très largement contrebalancés par tout un tas de problèmes et de catas qui d'ailleurs ont déjà commencé à nous arriver sur le coin de la gueule, hein, on va pas y revenir dessus. Pourtant, YouTube monétise ce contenu-là, et il pourrait même avoir gagné 13 millions par an avec. Oh là là. Pour le moment, la politique de Google, c'est d'interdire la monétisation sur le contenu. Alors je dis qui contredit, alors je cite, hein, c'est pour l'instant, il interdit, ce qui contredit le consensus scientifique bien établi sur l'existence et les causes du changement climatique. Bon. Le truc, c'est que justement, ces nouveaux messages passent entre les mailles du filet. C'est un phénomène qu'on voit aussi ailleurs, hein, sur TikTok par exemple. Donc il va falloir mettre à jour les conditions d'usage, encore, c'est urgent. Et pour le moment, YouTube n'a rien annoncé du tout, et il faudra bien le faire, hein, donc ça veut dire aussi qu'il va falloir repasser au peigne fin son immense catalogue de vidéos pour requalifier ou non toutes les vidéos. Bon, évidemment, on comprend qu'ils n'aient pas envie, hein, mais enfin bon, c'est quand même important. Allez, on sort les doigts. Ouais, on va essayer en tout cas. Une entreprise que je n'avais pas vu venir dans l'ouverture de ses services aussi large, Guillaume, c'est FedEx. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire FedEx? Et oui, c'est assez marrant, hein. Savez-vous quel service de livraison aux États-Unis a livré plus de colis que FedEx et UPS? Eh ben, Amazon. c'est Amazon. Amazon, bien sûr. Amazon qui a un immense réseau de livreurs dans tous les pays. Enfin, attention. Ce ne sont pas ses employés, attention. Ce sont des freelances. Mais bon, donc avec son armée de freelance captifs, Amazon est devenu le concurrent numéro 1 de FedEx. C'est quand même dingue, hein. Et bien justement, puisque FedEx est le concurrent d'Amazon sur la livraison, mais il a pris une décision radicale, entrer en concurrence totale avec lui en créant une plateforme de e-commerce qui va s'appeler FDX. Alors perso, je trouve que ça ressemble beaucoup trop à FTX. Oui, ça donne pas une super vibe. Pourquoi pas. Ça donne pas envie d'utiliser, mais bon, j'espère me tromper. Alors il faut savoir que voilà, FedEx a racheté ShopRunner en 2020, qui est une plateforme de e-commerce, donc il a déjà un réseau de distribution et de vente. Donc il va mettre en place un réseau de suivi des achats, interfacé avec ses propres livreurs, tout ça, et des vendeurs, donc. Bah, du coup, tu pourras vendre tes produits sur FDX, proposer la livraison par FedEx, puis après tu pourras gérer le suivi, puis les retours éventuels, etc. Donc en fait, ça sera un marketplace complet. On leur souhaite une bonne chance, s'attaquer à Amazon, c'est courageux quand même, mais bon, ça pourrait marcher après tout. Tout le monde se plaint constamment d'Amazon qui se remplit un peu plus jour après jour de produits débiles, de contrefaçons et de trucs inutiles jetables. Enfin, sinon, il y a quoi? Temu? Bon, finalement, FDX peut-elle faire pire? Après avoir vu Temu, t'es sûr que non. C'est vrai, on en a parlé de Temu. On en a parlé de Temu remonté de quelques épisodes. Je crois que c'était Temu, c'est dur, si je dis pas de bêtises. C'était déjà le titre de l'épisode. Hein. C'était tellement grandiose de ta part, on l'avait mis en titre de l'épisode. Et puis les IA qui gagnent de nouveaux terrains où elles peuvent apporter leur plus-value, Guillaume, c'est de remplacer les humains pour juger les performances sportives. Oui, parlons un peu gymnastique, parce que je suis clairement la meilleure personne pour ça. Je veux dire, c'est alliant la grâce de Nadia Comaneci à l'agilité puissante de Cyril Thomasson, c'est tout moi. C'est tout déjà, moi, rien que les noms que tu cites, je les connais pas. C'est Nadia Comaneci, c'est parce que t'es trop jeune, peut-être, je sais pas. Non, mais même moi, en fait, ça date de C'est parce que je suis nul en sport, surtout. Mais tu bon, sais, c'est la rubrique pour moi dans les Trivial Poursuites et les jeux de ce type-là. Quand il y a sport, je cherche même pas à rentrer en compétition. Pareil, je cherche toujours. Moi, c'est exactement pareil. Honteux, je demande toujours une autre rubrique et je perds quand même. Oui, moi aussi.
Donc voilà, enfin bon, heureusement, on va pas parler de sport vraiment, hein, mais d'algorithmes qui font leur chemin jusqu'au bord des tapis aux Jeux Olympiques. Hein. On va pas parler de robots gymnastes, mais de robots juges. C'est une idée qui prend réellement forme dès 2015, en réalité, dans la tête de Morinari Watanabe, qui donc mène l'association des gymnastiques japonaises, et qui discute avec un gars de chez Fujitsu, de la faisabilité du truc. Donc en 2016, après avoir vu un proto, Morinari déclare que l'innovation doit arriver dans le domaine de la gymnastique, et cette innovation prend la forme d'un système LIDAR qui permet d'avoir une vision en 3D de la scène, hein, et plus précise que les multiples vidéos qui sont déjà utilisées par les jugements. Et bien sûr, l'algorithme va commencer à contrôler la validité des figures en s'appuyant sur les données 3D. Alors, alors évidemment, il faut dire que les juges, qui parfois, ils jugent des trucs, tu vois, qui parfois se jouent à 2-3 degrés près. Et donc, une machine, pour vraiment des mesures fines comme ça, c'est pas une mauvaise idée. Ça, et le fait que, comme partout, il y a des biais, hein, évidemment, dans les jugements. On sait que, par exemple, voilà, que tous les candidats qui sont ni russes ni américains partent avec un a priori. Tu vois, parce que les deux énormes nations sont considérées un petit peu comme une sorte d'étalon or, et donc on s'attend à ce que des participants de petits pays, par exemple, soient voilà, dans une autre classe, tu vois, forcément. C'est un a priori qui est difficile à éviter. Ça, et puis tout ce qui accompagne éventuellement les morphologies, etc. Bon, voilà, je vous fais pas de dessin. Et puis les contestations, les irrégularités, et puis les sanctions, hein, sur des juges, ça arrive. Et donc l'argument de Morinari sur la justice et l'équité va porter, et la collaboration entre Fujitsu et la Fédération internationale de gymnastique est officialisée en 2017. Les algorithmes de deep learning commencent à intégrer les vidéos de 8000 mouvements, et ainsi que le code des points. C'est le code des points, c'est la bible des juges apparemment. Hein. Donc, ça donne le jugement, ça donne donc un système de jugement, voilà, ça s'appelle le Judging Support System, attention, ou JSS, hein, qui aujourd'hui d'ailleurs utilise plus de LIDAR, mais un set de 4 ou 8 caméras haute définition, mais qui fait la même chose en fait, hein, c'est-à-dire qu'il se fait une idée très précise de la position en 3D des sportifs, et qui donc donne tout ça à un algorithme de deep learning qui va analyser le tout et qui va passer ça au crible de la bible des points. Voilà. Donc le système aura une précision de 90%, hein, par rapport à celle d'un jugement de top niveau, autant sur des gestes que sur des enchaînements complets d'ailleurs. Alors c'est présenté comme une aide pour les juges, hein, mais le JSS va forcément plus loin, parce qu'il peut juger au degré près une figure qui dure à peine une seconde. Bon, les juges humains font forcément parfois des erreurs là-dessus, hein, sur des trucs aussi rapides et délicats, et donc le JSS est là pour éviter ça, et éviter toute forme de manque d'impartialité, quoi. Donc on l'utilise, voilà, il faut évidemment tout ça, c'est si on l'utilise avec transparence, ce qui est le but a priori, mais qui n'est pas forcément le cas en pratique. D'ailleurs, par exemple, en 2023, le JSS a été utilisé pour les championnats du monde, mais aucun candidat n'a reçu par mail, par exemple, un résumé de sa performance et de pourquoi il a eu cette note. Alors que c'est théoriquement possible, et c'est même automatisable désormais, tu vois. De la promesse d'égalité, elle est aussi mise à mal par le fait que le système, il n'est pas du tout gratuit, hein, quand même, et qu'il n'y a que les grosses fédérations qui ont les moyens de l'utiliser. Donc l'idéal d'une totale absence de disparité, c'est toujours très difficile à atteindre. Alors évidemment, ça s'accompagne aussi de tout un débat sur l'aspect humain, artistique, esthétique de la discipline, parce que le JSS, il s'en fout royalement, hein, de tout ça, bien entendu. La rédactrice de l'article du MIT Tech Review, d'ailleurs, se demande si Nadia Comaneci aurait eu sa note parfaite aux Jeux Olympiques de 1976 avec le JSS. Et la réponse, c'est sans doute pas, mais elle avait, paraît-il, je ne sais quoi, qui a plu au juge par ailleurs. Alors, je ne suis pas assez âgé pour l'avoir vu de mes yeux, mais bon, voilà, est-ce que c'est la fin du je ne sais quoi avec le JSS? Écoute, peut-être qu'on n'aura plus de je ne sais quoi. Je ne sais pas trop si c'est si grave en réalité. Cette sensibilité impalpable. Ça commence à faire peur, hein, de voir finalement ces intelligences artificielles investir des pans d'humanité petit à petit. Mais tu sais, je pense qu'il faut se rassurer, Guillaume, il faut capitaliser sur des valeurs sûres. Tiens, regarde par exemple, quand tu reçois encore aujourd'hui des cartes postales écrites à la mimine avec un stylo plume, c'est très convaincant, Guillaume. On sait que ça, par exemple, les robots ne sont pas prêts de nous le prendre. Oh, arrête, si quand tu dois écrire à tu ne seras pas contente de demander à ChatGPT de te faire la lettre directement manuscrite que tu postes directement? Oui, c'est pas faux, mais je suis content de savoir qu'elle soit convaincue que ça n'arrivera jamais. Exactement, et pourtant, tout ça est tout à fait possible, hein, théoriquement. En fait, c'est un article que j'avais vu originellement dans Bloomberg et qui était présenté comme une nouveauté, alors qu'en réalité, la technologie sous-jacente existe depuis 2021. En fait, c'est le brevet qui en découle, qui est tout récent. Mais on peut quand même en parler parce que c'est intéressant. Donc, c'est un beau jour de 2021. Donc, hein. Il y a un gars qui s'appelle Hicham Sholakal, qui est donc un chercheur émirati, qui devait être désœuvré, et puis il devait avoir, je sais pas, fini la dernière saison du meilleur pâtissier. Il s'est demandé comment occuper son temps libre. Alors, avec son équipe, ils ont créé un système qui imite l'écriture. Mais du coup, qui imite à la perfection.
En fait, il y avait déjà eu d'autres tentatives avec des GAN et ça avait partiellement réussi. C'était déjà convaincant. Le style graphique était là, mais c'était pas parfait parce qu'on faisait encore la différence. Le système était même assez perfectible en ce qui concerne les ligatures, c'est-à-dire les traits qui joignent les lettres. Alors ils se sont dit, on a qu'à essayer avec l'architecture star du moment, les Transformers, les Vision Transformers, pour être précis, qui sont une variante qui fonctionne pareil que les Transformers des LLM, mais avec des tokens qui sont pas des mots, mais des petits morceaux d'image. Donc on coupe l'image en petits morceaux, on la met à plat et on la fait manger, on fait manger ces morceaux encodés en vecteur, un transformer finalement assez standard. C'était un peu nouveau à l'époque, c'est plus classique aujourd'hui, mais bon, à l'époque c'était tout nouveau, et comme les Transformers, avec leur mécanisme d'attention, ils sont capables de repérer et d'exploiter des liens, des interdépendances sur les mots, sur toute la fenêtre de contexte, donc à relativement long terme, les Vision Transformers peuvent aussi lier des choses qui se passent loin l'une de l'autre dans une image, spatialement loin. Donc si on veut imiter l'écriture de quelqu'un, c'est pas mal, parce qu'on doit avoir cette vision plus globale, on doit voir globalement sur toute une page de texte, comment les mots sont espacés, comment les lettres sont liées, quelle forme elles prennent dans un contexte ou un autre contexte, etc. Et oui, c'est assez complexe. Et donc le résultat, c'est un algo qui peut générer des textes de n'importe quelle écriture avec un apprentissage de, je sais pas, quelques paragraphes, apparemment de ta prose. Et dans leurs tests, les gens n'arrivent plus à faire la différence entre le texte généré et l'original. Ça y est, c'est bon. Donc fin 2023, les chercheurs ont fini par déposer un brevet pour le système avec des applications pour les personnes handicapées qui peuvent pas tenir un stylo ou plus tenir un stylo, ou pour pousser encore plus loin la reconnaissance et l'analyse de texte manuscrit, parce que mine de rien, évidemment, tout ça, si l'algo est capable de générer, il est aussi capable de reconnaître, il est aussi capable de très bien analyser l'écriture manuscrite. Et donc on pourrait se dire que du coup, il devient très facile de falsifier des documents, de faire des chèques à ta place, etc. Et pourtant, c'est une technique qui existe depuis 2 ans, et à ma connaissance, on n'a rien vu de ce style. On n'a vu aucune arnaque de ce style avec des trucs falsifiés. Peut-être que désormais, tout se fait tellement en ligne et de manière numérique qu'avoir un truc qui imite l'écriture est plus vraiment un si grave problème. Alors, c'est peut-être juste aussi que les cybercriminels n'ont pas encore pris conscience du truc, et que maintenant, avec cet épisode, c'est peut-être fait. J'espère que tu es fier de toi, j'espère que tu arriveras à te regarder dans la glace. Mais ne serait-ce que pour effectivement usurper l'identité d'une personne avec de l'ingénierie sociale de manière très personnalisée, justement. Probablement qu'effectivement, pour des chèques, finalement, la place de l'authenticité d'une transaction est très faiblement liée à la nature écrite et manuscrite, finalement. Mais probablement que pour se faire passer pour quelqu'un et convaincre Tata que je suis un héritier qui mérite d'avoir une avance sur héritage, c'est peut-être très efficace, Guillaume. On continue avec de l'intelligence artificielle mise en application pour la génération de vidéos, Guillaume. Oui, on va parler un petit peu de génération vidéo et de quoi on manque quand on veut générer des vidéos aujourd'hui. On manque de liberté. On veut plus de liberté dans ce qu'on peut faire, on veut une liberté de choix. Et quand on veut avoir le choix, qu'est-ce qu'on demande? Une IVG? Oui, désolé. Oula. Désolé. Oh là là. Oh là là là. Le dernier algo pondu par Baidu s'appelle UniVG, pour Unified Video Generation. J'ai cru que tu voulais relayer la proposition politique qui va être en discussion auprès du Sénat bientôt, de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Écoute, j'avais pas cette ambition, mais bon, voilà, c'est juste que ça m'a fait marrer, le nom UniVG. Je suis un mec simple, donc voilà, ça m'a fait juste rigoler. Donc, dans un papier du 17 janvier, des chercheurs de Baidu ont donc proposé encore un modèle de génération vidéo, mais qui cette fois est multimodal en quelque sorte. C'est-à-dire que le texte et les images sont traités simultanément pour la génération, donc on peut générer avec seulement un texte, tu décris ce que tu veux, ou alors un texte et une image, ou juste une image, et tu peux comme ça mieux préciser ce que tu veux. Et s'il y a une tendance, en fait, c'est pas le seul cette semaine à proposer un truc qui ressemble, il y a aussi World Dreamer, qui vient de l'université de Tsinghua en Chine et de Giga AI. Et l'approche, elle est totalement différente, même si, au final, c'est un petit peu le même objectif. Parce que World Dreamer veut être un world model, c'est-à-dire un modèle du monde. Donc il veut être un générateur en étant un prédicteur qui a un modèle du monde, qui a assimilé un modèle du monde. Donc World Dreamer veut fonctionner en fait un petit peu plus comme un LLM, donc en étant un prédicteur. Donc il apprend à prédire le prochain token, donc comme un LLM, qui apprend à prédire le prochain mot, là c'est pareil. Il apprend à prédire le prochain token, sauf que ce token, ce symbole, au lieu d'être un mot, ou un bout de mot, c'est un petit morceau d'image, un petit patch, voilà, qu'on encode de manière efficace. Étant donné une vidéo et un trou dans la vidéo, donc on a une vidéo, un trou, il y a du noir, voilà, à la place d'un petit patch, World Dreamer doit combler le trou. C'est comme ça qu'il est entraîné. Tout ça est aussi couplé avec un système, bien sûr, qui encode les descriptions de vidéos, de leur contenu, de l'action qu'elles contiennent, etc. À la base, on a encore un transformer
mais c'est un transformer spatio-temporel. Et on l'augmente avec des infos textuelles encodées en plus. Bah, du coup, la génération de vidéos se fait comme de la génération de texte, et c'est ça qui est marrant. C'est-à-dire patch après patch, petit bout après petit bout. On fait un petit bout, puis après on imagine ce qu'il y a après, et ainsi de suite. C'est une approche qui avait déjà été utilisée pour les images d'ailleurs, hein, pour les vidéos, je ne sais pas. Bon, les résultats présentés dans le papier sont l'air très convaincants, bon, bah, évidemment toujours, hein, mais il faudra voir à l'usage et compte tenu surtout des contraintes matérielles quelle approche est la plus adaptée en pratique. Mais vous l'avez remarqué, hein, je parle de nouveaux modèles vidéo un petit peu toutes les semaines, et c'est surtout des articles de recherche, et ça pourrait paraître très académique, hein, tout ça, de fait. Mais en réalité, c'est pas vrai. La génération vidéo est déjà en cours d'adoption par les professionnels. D'ailleurs, plus concrètement, je pourrais aussi parler du Motion Brush de chez Runway, qui permet de délimiter des zones sur une image qu'on veut animer de manière différente. Donc par exemple, tu as une image avec moi, ma tronche, avec un palmier derrière. Ben, si tu peux détourer mes cheveux, mes yeux, et puis le palmier, et dire qu'ils doivent bouger tous de manière différente. Et le reste va rester fixe. Tout ça, c'est désormais possible de le demander explicitement hein, sur Runway, donc sur Gen 2, sur Runway. Et donc, plus visuel, si vous voulez avoir vraiment une idée de ce qu'on peut faire et de ce que les pros en pensent de la génération vidéo, il y a la chaîne YouTube Curious Refuge qui s'est illustrée en particulier il y a 8 mois quand ils ont monté une bande-annonce d'un concept de film Star Wars qui serait réalisé par Wes Anderson. C'est 100% génératif, et ça a fait sensation parce que c'était vraiment pas mal. Un petit peu comme les clips de Balenciaga. Quelque part, ça a montré là où on allait et les possibilités. Quoi. Et dernièrement, ils ont posté une interview avec Dave Clark, qui est un réalisateur de pub de Los Angeles, hein, qui s'est lui aussi fait remarquer en utilisant le synthétique et en montrant que déjà, avec les outils d'aujourd'hui, hein, on est au niveau de l'exploitation commerciale dans la pub, et bientôt peut-être à la télé. Et à terme, probablement le cinéma, même si bon, le cinéma, c'est un autre niveau de fidélité, c'est vraiment pas pour tout de suite. Et sur son compte X, on retrouve divers clips impressionnants, comme des spots de pub tout à fait convaincants pour Nike, par exemple, pour Tesla, des sortes de concept pubs. Des concept pubs qu'on verrait tout à fait tourner en boucle dans des stations de métro. Tu vois, dans les écrans des stations de métro, franchement, ça passe crème, il n'y a aucun problème, même à la télé. Hein. Et pour la télé, d'ailleurs, il y a la bande-annonce Another. Another, c'est donc c'est un truc qui, lui, c'est un script qu'il a écrit et qu'il a illustré avec à la fois des prises de vue réelles, avec des vraies actrices et tout, et des images de Midjourney animées avec Runway ML. Et tout ça, il met tout ensemble, si tu veux, il monte tout ça. Et si t'es pas au courant, tu vois qu'il y a des effets spéciaux, hein, c'est sûr, mais c'est pas complètement évident au premier coup d'œil que c'est la vidéo générée ou que c'est des images artificielles, quoi. Et donc avec Another, on voit très bien arriver prochainement l'IA dans la post-production de séries télé, par exemple. Quand on voit ce qu'il fait avec les outils aujourd'hui, qui sont quand même encore assez basiques, hein, c'est vraiment les toutes premières versions, on imagine ce que ça pourrait être dans 2 ou 3 ans. Alors Dave détaille même un autre domaine où l'IA va certainement s'imposer, c'est avant la production. Parce qu'en pré-production, quand tu dois trouver un producteur qui t'aligne des millions, il faut quand même lui pitcher une idée et lui faire visualiser ce que tu veux faire. Ça peut permettre de faire une maquette beaucoup plus convaincante, quoi. Exactement. Et il faut vraiment lui faire visualiser ça le mieux possible. Et là, avec la génération vidéo, c'est totalement possible, dès maintenant, hein, et pour quelques euros, hein, de créer une bande-annonce complète. Et il le prouve avec un truc qui s'appelle, une bande-annonce qui s'appelle The Dismal Swamp, qui est un projet de film qu'il a et dont il a déjà créé la bande-annonce, en fait. Et il le montre au producteur. Donc tu montes la bande-annonce de ton film au producteur et tu lui demandes, est-ce que tu veux financer ça? Voilà. Et ça, c'est clair, c'est net, tu vois. Et à propos des soucis éthiques de tout ça, pour Dave, ça n'a pas beaucoup d'objets. Parce qu'il dit par exemple que lors de la phase de pré-production, il est fréquent que pour visualiser ton futur film, ou ta future série, ce que tu veux, tu utilises du matériel visuel d'autres productions, d'autres films, des illustrations d'autres artistes, des photos, des shots, tu vois, exactement. Tu te bases sur des choses qui existent effectivement comme ça, donc tu te bases sur des matériaux sur lesquels tu itères pour créer tes propres visuels. Et dans ces conditions, finalement, la génération d'images ou de vidéos, ça fait que prolonger cette pratique en mieux. Donc si vous êtes intéressé par le sujet, je pense que la chaîne Curious Refuge, c'est une mine, et à la voir, la génération par IA, ça apparaît en fait comme inévitable. Ouais, c'est fait un petit moment qu'on le dit, mais là, c'est vrai que quand tu vois les exemples et les résultats, on touche du doigt, voire même on est en train de rentrer dedans. Les 2 pieds en même temps, on continuera à être à la fois enthousiasmé et inquiet pour des éventuelles conséquences qu'on n'aurait pas bien identifiées. On continuera à en parler. Guillaume, tu vas continuer à nous parler du Mamba, dont tu nous as déjà parlé la semaine dernière. On va faire un petit retour sur Mamba et un retour aussi sur Mixtral pour préciser un petit peu certaines choses et parler de ce qui a été dévoilé avec le rapport technique qui est sorti il n'y a pas très longtemps.
Mais d'abord, on retour rapide sur Mamba. La semaine dernière, alors, je parlais de Mamba comme d'un possible remplaçant pour les Transformers, et en fait, rien que ce mois-ci, on a 2 autres publications qui rendent crédible cette éventualité, c'est-à-dire que Mamba puisse s'imposer, en tout cas, qu'il puisse être testé de manière plus, disons, plus sophistiquée. Alors le premier donne une recette pour créer un Vision Mamba, qui serait un équivalent d'un Vision Transformer. Donc l'idée est de modifier Mamba pour qu'il puisse traiter des images. Et donc, comme avec le Vision Transformer, hein, donc comme j'ai dit juste avant, là, on le fait en découpant en petits bouts l'image, et on lui fait avaler les petits bouts les uns après les autres. Donc Vision Mamba fonctionne très bien, il fait de la segmentation par exemple, il fait de la reconnaissance d'image aussi. Il le fait aussi bien que son concurrent, et même mieux, et pour un peu moins de paramètres, donc pour un peu moins cher en quelque sorte. En plus, et d'ailleurs c'est un peu pour ça qu'on veut changer, Mamba est plus efficace quand il s'agit de se souvenir à plus long terme que les Transformers. Dans le cadre d'une segmentation d'image, par exemple, ça se traduit par plus de facilité à identifier de très gros objets. Si tu as un objet qui prend les 3/4 de la surface de ton image, par exemple, du coup, tu dois associer des pixels qui sont très loin les uns des autres, mais qui appartiennent quand même au même objet, puisque l'objet, il fait toute l'image, tu vois. Donc au début et à la fin de l'image, tu as des pixels qui sont donc très éloignés du point de vue du Mamba, mais qui font quand même partie de l'objet, et donc il faut les associer, tu vois. Et donc ça nécessite une mémoire à long terme, en quelque sorte. Donc c'est un autre truc, donc ça c'est un truc qui est c'est assez intéressant. Et puis un autre truc donc qui est très à la mode aussi, c'est le mélange d'experts. Et du coup Mamba fait aussi son entrée dans les mélanges d'experts. Alors on le sait, en règle générale, au plus un modèle de paramètres, au plus un modèle a de paramètres, donc au plus un modèle est gros, au plus il est susceptible d'être bon, mais au plus il est lourd et difficile à utiliser aussi. Donc on essaie de faire des compromis. Et donc le concept du mélange d'experts, c'est une forme de compromis. Donc en gros, on se met à disposition un modèle qui est énorme, avec beaucoup de poids, mais on n'en utilise qu'une fraction à la fois. Donc on a entraîné un modèle de sélection qui, selon le contexte, fait appel à tel ou tel sous-ensemble du modèle complet. Donc en fait, qui demande à tel ou tel expert, qui juge le plus qualifié, qui juge plus qualifié qu'un autre, le résultat. Alors ça prend énormément de mémoire, et ça demande d'autant moins de puissance de calcul, évidemment. Parce qu'on réveille que certains experts et pas tout le monde. Et on a constaté qu'en pratique, on perdait pas tant de performance que ça, on n'utilisait qu'une partie des poids. Donc une divine surprise, hein, qui permet sans aucun doute à OpenAI de proposer un système aussi performant que GPT-4, qui est, selon toute vraisemblance et selon en tout cas des rumeurs persistantes, un tel mélange d'experts. Donc les mélanges d'experts, c'est plutôt cool, et des chercheurs polonais viennent d'en créer un avec des Mamba aussi. Et c'est là qu'on va pouvoir approfondir un petit peu, et disons aller un petit peu au-delà de l'intuition. Parce que dans un mélange d'experts, alors intuitivement, tu dirais, les experts, c'est des experts de telle et telle discipline. J'ai moi-même pu avoir recours à cette métaphore pour fixer les idées, mais en fait, la réalité est quand même assez différente. Donc on ne prescrit pas un expert, en fait, c'est pas nous qui le choisissons. On ne dit pas, on veut un expert en langue, on veut un expert en maths, on veut un expert en philo et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le modèle choisir. Comme la plupart du temps en deep learning, de toute façon, on va faire apprendre au modèle, tout seul, à quel expert il va faire appel à quel moment, et c'est aussi lui qui va créer ses propres experts, selon les besoins qu'il estime avoir. Et ça va pas être du tout des experts comme nous on aurait choisi souvent. Et pourquoi il fait ça comme ça ? Ça reste encore un mystère, hein, comme l'illustre le rapport de Mistral. Alors pour être un petit peu plus précis, il faut revenir un petit peu sur la structure du transformer, donc d'un bloc simple de transformer. Donc on l'a dit plusieurs fois, mais bon, finalement on va revenir un tout petit peu dessus. Un transformer, c'est un empilement de 2 mécanismes. Il y a un mécanisme d'attention et un mécanisme de décision. L'attention, donc on en a encore parlé la semaine dernière, hein, je reviens pas dessus en longueur, c'est ce qui met en valeur les trucs qui valent le coup dans les entrées. Un transformer, ça prend des entrées, ça donne une sortie, hein, tout simplement. Et donc, dans les entrées, l'attention, c'est ce qui va mettre en évidence les choses qui sont pertinentes, et qui donc, au contraire, va atténuer, va étouffer un petit peu les choses dont il ne faut pas trop tenir compte, parce que ça ne sert pas à grand-chose dans le contexte. Donc, ça, c'est le mécanisme d'attention, et après, on a un mécanisme de décision. Le mécanisme de décision, c'est un réseau de neurones très standard, avec un empilement de couches simples, qu'on appelle un peu aussi un perceptron multicouche. Hein. Et donc, dans un mélange d'experts, en fait, on n'a toujours qu'un seul mécanisme d'attention, parce que ça, finalement, ça reste. Hein, on n'a pas besoin de changer ça. Ouais. Il n'y a pas besoin de changer ça, donc l'attention est donc partagée entre tous les experts. Par contre, on va diviser la couche de décision en plusieurs morceaux. Et juste avant, on place un petit réseau qui fait routeur. Il va router vers une couche ou une autre, enfin vers un morceau de couche, ou une autre en fonction des entrées, et des entrées qui seront d'ailleurs modulées par l'attention. Donc, il y a plusieurs choses à voir.
Premièrement, un modèle de langage en pratique ne contient jamais un seul bloc de transformer comme ça. Il en contient des dizaines. Des dizaines qui sont empilés les uns au-dessus des autres. La sortie de l'un étant l'entrée de l'autre, et ainsi de suite, jusqu'au bout. Donc on voit bien qu'il y a un routage qui est fait dans chaque bloc, du coup. Et qu'en fait, les experts, c'est pas des experts séparés les uns à côté des autres. C'est des experts qui sont diffus dans toute la structure. Il n'y a pas un sous-réseau bien identifié qui prend une décision parce qu'on lui pose une question de physique et que c'est l'expert en physique. C'est pas ça. À chaque bloc, on a un routage qui peut être différent à chaque bloc, et l'activation des neurones se fait selon un chemin qui est très complexe dans tout l'ensemble. Ensuite, de ce que je dis, on voit immédiatement que ce processus se fait aussi pour chaque mot. C'est-à-dire qu'à chaque mot et à chaque couche, on va décider quel expert choisir. Ça Donc fait on est beaucoup quand même... de décisions quand même, ça. Ça fait beaucoup de décisions, et on est surtout vraiment très loin d'une équipe d'érudits qui travaillent ensemble selon leur domaine de prédilection. Ils n'ont pas l'air d'être... Il leur manque un peu de team building, quoi. Et c'est même qu'ils n'ont pas vraiment d'individualité. C'est à peine s'ils ont une individualité, parce qu'ils ont une individualité au niveau du bloc, mais ils n'ont pas forcément une individualité au niveau de l'ensemble du LLM. C'est-à-dire que l'image de l'expert, elle est à peu près valide au niveau du bloc, mais elle n'est pas valide du tout au niveau de l'ensemble, parce qu'on a un empilement de blocs, et que dans chaque bloc, on peut prendre une décision différente. Et donc, en fait, ce qu'on a finalement, c'est on a un réseau de neurones, avec des ensembles, des zones de neurones plus petites, qui s'allument les unes après les autres, selon des schémas complexes, et souvent opaques d'ailleurs, et qui arrivent à un résultat. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans notre cerveau. C'est à peu près la même chose. À chaque fois qu'on doit prendre une décision, on n'active pas l'intégralité de notre cerveau, ça sert à rien. On active certaines zones les unes après les autres, et puis on arrive à un truc comme ça, tu vois. Donc quelque part, il y a une véritable analogie là-dessus aussi. Alors pourquoi j'en parle avec autant de détails ? Déjà pour essayer de dissiper un petit peu une vision fausse qu'on a facilement, rien qu'avec le nom. Parce que le nom, en fait, il donne de la confusion. Un mélange d'experts, c'est parlant, c'est intuitif, mais justement, c'est pas exactement ça. Et ensuite, chez Mixtral, ils ont essayé de voir sur chaque couche quel expert était choisi en fonction du domaine de connaissance pour essayer de relier les deux, pour essayer de relier, et comme on en a l'intuition, des experts à des domaines de connaissance. Donc ils ont mesuré si oui ou non il y avait spécialisation des experts en fonction du domaine scientifique, philo, etc. Je sens que le résultat ça va pas être simple. La réponse, c'est que globalement, non. Et que ça dépend un peu des couches. Sur la première couche, donc en fait c'est le premier bloc de Transformer, celui qui prend les entrées brutes, le premier bloc, il n'y a pas de spécialisation ou très peu. Les 8 experts, puisque dans Mixtral, en l'occurrence dans le Mixtral il y a 8 experts, ils sont choisis sans lien avec le domaine. Et à partir de la couche 15, c'est-à-dire la couche du milieu, on commence à avoir une légère spécialisation, mais il y a beaucoup d'aléatoires. Il y a beaucoup de hasard apparent, parce qu'en fait, il n'y a pas de hasard, si tu veux. Le réseau, c'est très bien ce qu'il fait. C'est ce que nous, on ne comprend pas. Mais donc, si on le regarde de l'extérieur, ça paraît être complètement aléatoire. Et d'ailleurs, si on regarde la dernière couche, les légères spécialisations apparaissent aussi, mais elles ne sont pas les mêmes que pour les 8 experts de la couche du milieu. Donc, tu vois, cette spécialisation, elle varie de bloc en bloc, en fait. En réalité, il semblerait que la sélection des experts soit nettement plus corrélée à la syntaxe qu'au domaine d'expertise. Et c'est d'autant plus vrai que les couches initiales, pour les couches initiales et finales. Par exemple, ils ont remarqué que le symbole pour l'indentation dans un programme était souvent envoyé au même expert. Et ça veut dire que c'est un expert qui est spécialisé en Python, c'est juste l'indentation pourquoi, on ne sait pas. Donc en gros, les experts ne sont pas vraiment ce qu'on imagine. Mixtral, comme sans doute tous les autres mélanges d'experts, apprennent une manière bien à eux d'activer leur couche de neurones, et ça reste pour nous encore très mystérieux. Ok, écoute, merci Guillaume, ça reste toujours hyper intéressant de se plonger dans la réalité du fonctionnement de ces dispositifs. Ça nous permet de voir comment ça avance aussi. Et puis, on va terminer cette rubrique, Guillaume, Algo, avec des micro-adapteurs pour les intelligences artificielles. Ouh là là. Ouais, c'est ça. Je parle régulièrement de LoRa, c'est devenu un terme d'usage assez courant en réalité pour les enthousiastes des IA génératives, qui sont utilisés au quotidien pour personnaliser les modèles de Stable Diffusion ou des modèles de langage d'ailleurs. Et le principe, c'est qu'avant, si on voulait modifier un modèle de deep learning, en général, pas seulement pour les images, vraiment c'est général, on doit le réentraîner. On doit le réentraîner sur un certain ensemble de données. Et ça, c'est très lourd, c'est très long, parce qu'en général, c'est des modèles qui ont beaucoup, beaucoup de paramètres et qui demandent énormément de puissance de calcul. Et donc, à la fin, même si tu arrives à le faire, tu as un gros modèle personnalisé qui est assez lourd à manipuler.
Il y a une solution qui s'appelle le LoRa, et c'est un adaptateur. En fait, c'est un ensemble de paramètres libres qu'on va entraîner sur nos données pour que, rajouter au résultat du modèle de base, le modèle de base qu'on ne touche pas par ailleurs, ça donne un résultat un peu différent, par exemple, pour que le modèle de Stable Diffusion fasse des images comme Picasso. Voilà, Je vais essayer une analogie. Finalement, c'est comme si, au lieu de redévelopper un logiciel, on développait un plugin pour être spécialisé. Ouais, et bien c'est faire un quelque patch. chose. T'as raison, on peut le voir comme un patch, une sorte de patch. Donc, LoRa, c'est pour Low Rank Adaptation. Ça veut dire essentiellement qu'on a des matrices, enfin des tableaux de nombres qui ont des contraintes, et donc en réalité, il y a beaucoup de nombres, mais il n'y a pas beaucoup de paramètres libres. C'est-à-dire, c'est le rang, en fait, le nombre de paramètres libres, et finalement, il est assez bas. Donc les LoRa, c'est la joie, mais on peut faire mieux. Et dans un papier qui s'appelle Vera, les auteurs explosent complètement les records. Alors Vera, ça veut dire Vector-Based Random Matrix Adaptation, ce qui veut dire qu'on adapte le modèle d'origine avec un vecteur. Un simple vecteur, c'est-à-dire une ligne de nombre, une ligne ou une colonne, comme vous voulez, de nombre. Et cette ligne de nombre, on la combine avec des matrices aléatoires. Donc c'est un simple vecteur, c'est-à-dire c'est vraiment une colonne au lieu d'un tableau. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup moins de nombres. Donc ça veut dire aussi qu'on utilise beaucoup moins de mémoire et moins de calcul. Donc c'est super. Quand je dis que ça utilise moins de mémoire, c'est vraiment moins. C'est 100 fois moins quand même. Donc oui, c'est vraiment beaucoup. L'économie est considérable. Ouais. Bon, par contre, je mens un tout petit peu quand je dis qu'il y a moins de calcul, parce que c'est pas beaucoup moins de calcul que le LoRa. Mais par contre, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins de mémoire. Et comment ça marche ? C'est de la magie. Littéralement, c'est de la magie noire. J'aime quand tu nous réponds comme ça, parce qu'à chaque fois, tu nous expliques que tout s'explique, et tu aimes justement arriver à nous faire toucher du doigt la compréhension. Là, tu revendiques le fait que c'est du grand nawak, quoi. Ben alors, c'est vraiment, enfin, surprenant, en tout cas pour moi, c'est surprenant. On avait déjà remarqué que pour modifier le comportement d'un modèle, on n'avait pas besoin de tant de paramètres que ça. En fait, c'est de là que vient le low rank adaptation dans le LoRa. Pour Vera, on utilise des matrices aléatoires, des matrices avec des nombres au hasard. Mais c'est vraiment des matrices avec nombres au hasard, c'est ça qui est fou. C'est des matrices que tu n'as même pas besoin de stocker en réalité, parce que, à vrai dire, tu peux les générer à la volée. Tu prends une graine fixe, aléatoire, et puis après tu les génères avec ton truc aléatoire. Tu vois, c'est des matrices de nombres au hasard. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il suffit d'avoir un vecteur, donc des nombres, dans lequel on encode quel morceau de ces matrices aléatoires va avoir une influence sur le modèle. Et ça suffit pour influencer positivement le modèle comme tu veux, et c'est vrai que je suis un peu sur le cul, parce que pour moi, ça sort de nulle part, quoi. Pourtant, en termes d'informations, ça peut limite se comprendre. Une matrice aléatoire, ça contient beaucoup d'informations, puisque ces éléments ne sont pas prévisibles, par définition. Donc le vecteur ne fait que sélectionner des morceaux d'informations pour leur donner un sens dans le contexte de ce qu'on demande. Mais c'est quand même assez fascinant comme concept. Et ça a des applications concrètes, puisque du coup, on peut avoir des adaptateurs qui sont encore plus légers, qu'on peut empiler, on peut en empiler des dizaines, enfin, tu vois, ça a un véritable usage, quoi, donc c'est assez dingue. Nul doute que ce sera un domaine de recherche qui continuera à être développé pour essayer de encore mieux comprendre comment ça marche. J'aime beaucoup quand tu fais un aveu de faiblesse en disant je sais pas comment ça marche, quoi. C'est de la magie noire. J'aime beaucoup. Guillaume, on continue à parler d'autres sujets d'expertise avec BMW en l'occurrence, qui veut faire bonne figure. Exactement, parce qu'il me semble qu'on avait parlé déjà des robots de figure, ces robots chromés, assez flués, dévoilé en octobre 2023. C'était assez impressionnant parce que la startup était passée de 0 à un robot fonctionnel en assez peu de temps. Donc le Figure 01, c'était un concurrent direct, enfin c'est un concurrent direct des Tesla Optimus. Ils sont désormais capables de préparer le café tout seul. Sur une machine à café standard. Ah bien. Bon, on avait parlé du test de Wozniak, je crois, des Wozniak qui disait il y a une dizaine d'années qu'un bon test pour une intelligence artificielle générale, ce serait de savoir se préparer un café chez toi toute seule. Ouais, mais attention, c'est un truc à capsule. Attention. Exactement. Alors, il y a peut-être une allusion à ça dans la vidéo sur X, mais effectivement, dans cette vidéo, c'est une machine à dosette, donc je considère que ça ne compte pas comme un test d'intelligence. Trop facile. Trop facile. Et la vraie news, c'est que les Figures 01 vont devoir en faire bonne figure chez BMW, qui va les accueillir dans leurs usines de Spartanburg, en Caroline du Sud. Donc, ils seront à l'essai pour des tâches difficiles, dangereuses ou fastidieuses, je cite. C'est-à-dire 99% des tâches dans une usine de production de bagnoles, non ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont encadrées et qui nécessitent vachement de protection. Mais oui, sans doute que ça peut avoir de la plus-value. Ouais. Enfin bon, quoi qu'il en soit, ils devront montrer leur utilité et leur viabilité économique. On n'y est pas encore, mais si ça marche, ce sera quand même un énorme changement de paradigme. Parce qu'après des décennies de robots spécialisés, complètement monotâches, on passerait à un robot multi-usage. À terme, aussi polyvalent qu'un humain, potentiellement. C'est le but, c'est pour ça qu'ils ont des tronches d'humains, c'est pourquoi on peut les mettre à la place d'humains.
et pour qu'il s'adapte à n'importe quel poste de travail sans avoir à les modifier quoi, morphologiquement. Donc ce serait voilà, une sorte de robot ultime quelque part, et c'est vrai qu'Amazon teste aussi les robots Digit d'Agility, et évidemment Tesla peaufine ses Optimus, et c'est vraiment exactement pour les mêmes objectifs, hein. Donc on est peut-être à la veille d'une révolution industrielle majeure, ou pas, parce que ça peut aussi être trop cher, trop fragile, et voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'on devrait être fixé dans les mois ou les années qui viennent, hein, puisque les tests vont commencer. Ouais, c'est captivant, c'est hyper excitant de voir que peut-être c'est même un rêve de science-fiction qui est peut-être en train de se mettre en place. Alors, pour le bonheur ou pour le malheur des emplois, évidemment, on ne rentre pas dans les détails. Enfin, effectivement, si ça peut éviter à des humains de souffrir et potentiellement d'être blessés, voire pire, dans des environnements de production, de voitures notamment, mais pas que, bah écoute, quelque part, c'est déjà un chouette succès. Un petit mot, Guillaume, sur le marché des semi-conducteurs? Oui, apparemment, le marché du semi-conducteur est carrément en berne. Alors oui, il y a Nvidia, qui surnage complètement avec 56% de croissance sur un an de son chiffre Eh d'affaires. ben. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Alors, qui c'est qui le dit? C'est Gartner. Il dit qu'AMD, le premier, d'ailleurs, n'arrive pas à profiter de la folie de l'IA, pas encore, hein, puisqu'il est en baisse de 5,6%, donc c'est toujours chiffre d'affaires. Intel non plus, hein, 16,7% de baisse, à peu près comme Qualcomm. Et pour Samsung, c'est carrément la douche froide avec 37,5% de baisse. Même Apple voit son chiffre baisser, donc il est devenu par ailleurs le numéro 1 en vente de téléphone, pourtant quand même. Il n'y a que ST Microelectronics qui surnage avec une progression de 7,7% en moyenne, parce que bon, alors le marché a baissé de 11,1%, donc au total. ST, c'est probablement parce qu'il est assez actif sur le secteur automobile, et qu'apparemment c'est un secteur qui est plutôt en bonne forme. Donc en général, les revenus de vente de mémoire ont atteint un bas historique en 2023, avec 23% de moins, donc en fait, il y a eu une demande faiblarde, il y a eu des inventaires pleins, et puis ça donne des prix bas, et puis des bénéfices du coup pas foufou. Alors pour la Chine, ça va pas mieux, c'est aussi bien sûr à cause des divers embargos imposés par les États-Unis. Les importations de semi-conducteurs ont baissé de 15% en Chine, c'est beaucoup, même si on considère une année pas terrible, où même TSMC a vu ses ventes décliner de 4,5%. C'est une baisse qui est d'une ampleur telle qu'elle pourrait faire penser aussi à des problèmes économiques internes. Donc on a la baisse des importations d'ailleurs est de 10,8% en volume, mais de 15,4% en valeur. Ce qui veut dire que les Chinois n'ont pas acheté des composants chers. Et ça, c'est sans doute l'impossibilité d'acheter des grosses GPU Nvidia à prix d'or pour l'IA. Donc ça, c'est probablement l'embargo. Mais il est aussi possible que ce soit la déflation en Chine qui soit à l'origine d'une baisse de la consommation, parce qu'apparemment, la Chine est en déflation. Et si on est en déflation, alors la déflation, c'est quoi? C'est exactement l'inverse d'ici, c'est que les prix baissent. Et donc, on a intérêt à attendre avant d'acheter. Ce qui est un peu le rêve, finalement, pour le consommateur. Mais pour l'économie, c'est pas forcément génial. Effectivement, oui, tu peux imaginer que plus le temps passe, plus, j'en sais rien, la télé de tes rêves va baisser de prix. Donc, tu attends. Un petit mot, c'est des sujets comme ça récurrents qui reviennent régulièrement dans l'actu de Tech Café et des suppléments. Le fait de se baser sur du graphène pour des puces, Guillaume. Ah, tu commences à dire que je parle tout le temps du graphène. C'est pas faux. Non, pas tout le Il y a temps. sans doute plein de fois. Régulièrement. Mais oui, mais ça fait longtemps. Et en plus, c'est un sujet qui nous est souvent remonté aussi, tu sais, dans les commentaires et dans les veilles des auditeurs dans Discord, ouais, je trouve. Quand on parle trop du graphène Non, mais on nous remonte souvent toutes les initiatives basées sur, la recherche qui est basée sur le graphène et sur, de manière générale, les matériaux un peu alternatifs à ce qu'on utilise habituellement. C'est captivant. Non, mais de toute façon, c'est très prometteur et ça devient urgent quelque part. Parce que c'est vrai, mais bon, c'est vrai, le graphène, ça fait longtemps qu'on en parle, et en tant que aussi potentiel semi-conducteur, alors c'est vrai que c'est un matériau fun quand même. C'est une feuille de carbone d'un seul atome d'épaisseur, les atomes sont super bien alignés sur cette feuille, comme un cristal, mais en 2D. Et c'est pas rare du tout. En réalité, le graphène, c'est pas rare du tout, parce que le graphite, à les mines de crayon, c'est un empilement de feuilles de graphène au niveau microscopique. C'est un empilement complètement bordélique, et pour isoler par contre des feuilles bien propres, là c'est une autre paire de manches, mais bon, ça a été réussi à 20 ans. Puis bon, depuis, c'est vrai que régulièrement, on essaye de faire des trucs avec intéressants, et c'est vrai que le graphène, c'est un très bon conducteur. Et c'est aussi un bon conducteur de chaleur, il est flexible, il est transparent, les électrons ils s'y sentent bien, voilà, ils s'y sentent comme des poissons dans l'eau, des poissons qui nagent même 150 fois plus vite que dans le silicium, donc ça c'est quand même très très cool. Alors c'est cool, mais de base, le graphène ne peut pas être utilisé en électronique pour faire des transistors parce que c'est pas un semi-conducteur où il y a un gap, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de niveau d'énergie où le courant passe pas. On pourrait pas avoir un transistor qui coupe le courant en gros, donc on peut pas faire un interrupteur. C'est dommage. Du coup, il faut modifier le graphène pour en faire une sorte d'alliage
qui va modifier ses propriétés physiques et pour avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire effectivement la possibilité de faire un interrupteur tout en gardant ses bons côtés. Et bon, faire des semi-conducteurs qui ont de bonnes propriétés, c'est d'une importance capitale. Parce que le semi-conducteur qu'on utilise nous, c'est-à-dire le silicium, hein, il est au bout du scotch, le pauvre. Si les progrès et des performances des machines sont quand même moins spectaculaires ces derniers temps que ce qu'elles étaient il y a 20 ans, par exemple, c'est aussi parce qu'on approche des limites du pauvre silicium. Si on avait un semi-conducteur avec des électrons qui bougent mieux, ça chaufferait moins et on pourrait monter en fréquence, par exemple. Là où on se hisse péniblement au niveau des 5 GHz avec du silicium, on pourrait aller à 50, peut-être beaucoup plus, avec une mobilité des électrons comme dans celle du graphène. Sauf qu'il y a quand même pas mal de contraintes. C'est le cahier des charges. Tu présentes un nouveau semi-conducteur, le cahier des charges il fait 80 000 pages et 30 kilos. Parce qu'il faut un matériau qui soit stable, qui soit bien connu, qui soit facile à produire, qui soit pas cher, qui pollue pas trop, un truc avec une bonne mobilité des électrons, un truc avec un gap assez large, bien connu, mais pas trop. Puis il faut pouvoir miniaturiser le bordel et fabriquer ça de manière fiable, en très 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 grande quantité. Bon, voilà, tu vois le genre, c'est pour ça. C'est pas simple. C'est pour ça qu'on se traîne toujours le silicium à pas plus de 60 ans de bons et loyaux services. Alors, ça pourrait changer, parce que Walt de Heer, honnêtement, je sais pas comment ça se prononce, c'est un professeur à Georgia Tech qui a trouvé un moyen de faire du graphène un semi-conducteur utilisable en le liant à du carbure de silicium. Donc il appelle ça du graphène épitaxial. Alors, l'épitaxie, c'est une manière de faire pousser des cristaux couche par couche. Tu fais pousser des cristaux comme des plantes, mais sans lumière, comme des champignons ou des endives, je sais pas. Bon, plus sérieusement, on fait des couches méga fines, comme ça on arrive à faire des couches de croissance cristalline super précises, nanométriques, voilà, et en plus, sa méthode fait des couches très propres, c'est-à-dire sans impuretés, sans défauts, voilà, et ça c'est très précieux en électronique, on déteste les impuretés. Bref, il appelle ça aussi de l'épigraphène, et il n'est pas du tout cher à produire. Ça utilise que des trucs super courants, parce que, en gros c'est quand même du carbone et du silicium, hein. Du coup, voilà, ça roule, ça se trouve. Et bon, ça utilise des trucs en silicium, et donc le silicium on connaît quand même pas mal au niveau industriel, donc ça devrait être aussi intégrable à des processus industriels actuels sans trop de migraines, et donc utiliser des transistors à l'épigraphène, ça serait un gros changement de paradigme, parce que ça pourrait effectivement booster énormément les fréquences. On parle de transistors qui pourraient commuter à des fréquences de l'ordre du terahertz. Wow. Alors, dans un circuit complet, ça serait probablement pas le terahertz, mais ce serait des dizaines de gigahertz, peut-être des centaines. Donc, dernier petit plus produit, à très basse température, les électrons et les trous dans le graphène se comportent de manière quantique et qu'on pourrait utiliser en informatique quantique. On pourrait utiliser des électrons ou des groupes d'électrons comme des qubits. Des bien belles promesses qui vont nécessiter encore beaucoup d'exploration et de travail. Mais bon, comme l'industrie est quand même poussée au cul par les limites du silicium et les besoins gargantuesques en puissance de calcul actuellement, ça vaudra sans doute le coup. Ça pourrait bien venir. Écoute, c'est génial de voir ce domaine de la recherche. Donc, vous penserez à nouveau à cet épisode et à ce que j'ai dit la prochaine fois que vous nous suggérerez des contenus à base d'innovation sur le graphène ou d'autres matériaux sur Discord. Vous êtes évidemment les bienvenus. On enchaîne, Guillaume, avec un choix, ou plutôt un non-choix, entre la culture des sols et la production d'électricité. Ouais, c'est tout bête, mais j'avais jamais vu ça avant. Alors, je sais pas si ça a été déployé en France, je sais pas, mais peut-être une manière simple de concilier les panneaux solaires avec l'agriculture, c'est de les mettre debout au lieu de couchés. Mais du coup, ça doit être beaucoup moins efficace que s'ils étaient couchés. Non, si tu peux au lieu de les mettre à terre, tu les mets à la verticale. Et t'en fais des espèces de barrières. Ils sont moins bien orientés, je veux dire, non ? T'occupes très peu de surface au sol, et si tu en mets dans les champs, tu peux quand même, tu peux cultiver tes tomates, et faire passer tes tracteurs. C'est pas mal. Ouais. Et tes panneaux sont bifaces. Donc ils captent l'énergie des deux côtés, et donc ils sont plus efficaces le matin et le soir qu'à midi. Mais c'est vrai que les panneaux standards, ils sont bien plus efficaces à midi qu'à toute autre heure. Exact. Oui, donc quelque part, ça à mon avis c'est pareil. Évidemment, si je les oriente d'est à ouest, c'est mieux. Il faut faire un peu gaffe à ça. Ça, je pense que oui, il faut faire un petit peu gaffe à ce genre de truc, mais moyennant faire un peu gaffe à l'orientation, ça paraît être une idée pas complètement débile. Okay. Et c'est Next to Sun qu'il a eu, c'est des Allemands, ils vont lancer une installation dans le Vermont, aux États-Unis. Ça ouvre ce qu'ils appellent le champ de l'agrivoltaïque, et puis on peut même imaginer des clôtures solaires, des coupes-vues solaires dans certains cas, pourquoi pas. Alors c'est pas miraculeux non plus, parce que évidemment c'est pas compatible avec toutes les cultures, puisqu'il y a des cultures qui montent en hauteur, comme le maïs, ou ce genre de conneries, ça fait de l'ombre, mais quand même on peut faire des carottes et du jus à la fois, et c'est magnifique.
Ouais, et puis des vignes, peut-être, je pense que ce serait pas mal. C'est bizarre qu'ils aient eu besoin d'aller aux États-Unis pour tester ces dispositifs. Euh, Je crois qu'ils ont testé en Allemagne, mais que là, ils déploient à grande Ah, échelle dans le ok, donc Vermont. c'est plus que du test alors, c'est un début de Oui, non, c'est déploiement. au-delà du test, là, oui. D'accord, d'accord. Très bien, bah écoute, merci beaucoup. On termine avec deux sujets crypto, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé, avec le côté sombre des stablecoins, parce que oui, c'était présenté, Guillaume, comme étant une alternative qui n'avait pas forcément les mêmes promesses que les cryptos, mais qui quand même rassurait beaucoup. Bah, on avait bien commencé l'année des suppléments la semaine dernière avec un rapport de Chain Analysis sur la pédopornographie. Oui. On va rester avec ces experts de la blockchain pour parler cette semaine d'un sujet quand même légèrement moins atroce, hein, l'utilisation des stablecoins dans la cybercriminalité. Et c'est pas un hasard, c'est parce que en fait c'est la saison pour Chain Analysis, pour Chain Analysis, pardon, de publier son rapport sur le crime. C'est pour ça qu'on a des révélations comme ça à la chaîne, à la blockchain, si je dois dire. En bloc et à la chaîne, les stablecoins promettent la lune un petit peu, hein, les facilités des crypto-monnaies et la stabilité d'une vraie monnaie, comme le Tether par exemple, hein, qui est indexé sur le dollar. Une indexation, enfin d'ailleurs il y a plusieurs indexations, mais en particulier il y a des indexations sur le dollar. Donc c'est une indexation et une stabilité qui est donc annoncée, mais qui n'est pas toujours au rendez-vous quand même, hein, pour toutes les stablecoins. On se rappelle quand même du scandale Terra Luna. Mais bon, pour toutes ces promesses, les stablecoins ont la cote, et le problème c'est que c'est pas chez les bonnes personnes. Alors en chiffres, 70% des arnaques en crypto ont utilisé des stablecoins, comme 83% des transferts de fonds vers des pays sous le coup de sanctions internationales, comme l'Iran ou la Russie. Ouais. Et enfin, comme 84% des paiements vers des entités ou des personnes recherchées. Oh là là. Bon. Entre 2022 et 2023, près de 40 milliards de transactions illicites ont été faites en stablecoins, dont la majorité, c'était pour éviter des sanctions internationales. De toute façon, c'est un usage très classique. Plus de la moitié des transactions illicites en crypto, en général, sont faites pour ça. C'est pas difficile, hein, d'ailleurs, de voir à quel point les stablecoins sont populaires pour ça. Il suffit de regarder Nobitex, qui est la plus grosse bourse crypto iranienne, et Garantex, qui est une grosse bourse russe. Et sur ces services, on utilise respectivement 9 fois et 5 fois plus de stablecoins que le Bitcoin. C'est pas un hasard, parce que quand on regarde les statistiques d'usage dans un pays non sanctionné, on est pratiquement à parité entre les stablecoins et le Bitcoin. Donc il y a vraiment une corrélation, quoi. Il y a pas. Et encore, le rapport de Chain Analysis ne traite pas des cryptos qui sont aussi spécifiquement conçus pour être intraçables, hein, comme le Monero ou le Zcash, et qui représentent sans doute encore un pourcentage supplémentaire, hein, dans l'usage illicite des cryptos. D'ailleurs, les stablecoins sont aussi très majoritairement utilisés dans les arnaques en ligne. D'après les experts, il est exceptionnel, hein, que des opérations de catfishing, de pig butchering ne se fassent pas avec elles, et en particulier avec du Tether. Bon, c'est assez logique, hein. On avait parlé un petit peu de cette pratique du pig butchering, ce qui peut durer longtemps. Donc, c'est une arnaque, hein, qui consiste à séduire quelqu'un en ligne, hein, voilà, sur Telegram, on lui envoie des messages et tout, en jouant quelqu'un, un personnage très convaincant, et à lui extorquer à un moment donné de plus en plus d'argent pour diverses raisons, pour des services ou pour des investissements qu'on veut mirobolants, etc. Et ça peut durer des mois, et la volatilité d'une crypto, elle n'est pas idéale. Donc encore aujourd'hui, hein, quand j'ai regardé, le Bitcoin avait perdu 4000 € par rapport à la semaine dernière. Ça fluctue, quoi. Donc on n'aime pas trop ça, et donc Tether, c'est vrai que c'est pas mal. Et le plus beau, c'est que Tether, c'est pas une crypto décentralisée en réalité. Tether a le pouvoir de geler les fonds d'un portefeuille. C'est pas possible sur Bitcoin, par exemple, personne ne peut faire ça. Mais Ouais. là, c'est possible. Et ils le font régulièrement. Ils se vantent même d'avoir gelé 835 millions de dollars illicites depuis 2014. C'est génial, 835 millions de dollars en 10 ans. Alors que là, on vient de parler quand même de 40 milliards de transactions illicites l'an dernier. Ouais, oh la vache, Je la crois que je proportion. sais pas trop ce que je peux rajouter à ça, tu vois, comme un souci. Très bien. Qu'est-ce que sont les cryptos au final, Guillaume? Les cryptos, déjà, c'est pas des monnaies. D'ailleurs, ce sont pas non plus des vrais produits financiers. Tu Et l'as en déjà dit. acheter, c'est un peu comme collectionner les tsum tsum. Faut que Tu tu vois nous les dises tsum ce que tsum? c'est que des tsum tsum parce que moi je connais, mais Les tsum tsum, c'est ces espèces de peluches saucisses là, de chez Disney. je n'aurais jamais présenté ça comme ça, mais oui, très bien. Ah bah si, c'est des peluches, Tu les trouves souvent d'ailleurs proches des caisses de certains magasins de fringues aussi. Hein. Ouais, c'est des espèces de micro-peluches tout en long, là, donc ça a vraiment une forme de saucisse, et ça représente de manière vraiment très très librement inspirée des personnages de chez Disney. Probablement d'autres trucs d'ailleurs, mais voilà. Et bon, voilà, tu fais une collection de tsum tsum, c'est pareil, des fois ça prend de la valeur, des fois ça devient t'as rare. découvert ça, toi? Et pour les besoins de l'émission, j'ai visionné une vidéo sur les tsum tsum, les plus rares. Une vidéo de Petit Quick,
J'explore de nouveaux territoires grâce à ce podcast, hein. C'est Je suis beau. reconnaissant de l'ouverture d'esprit que ça me force à Ah avoir oui, quelque part, tu vois? je suis à peu près persuadé que tu aurais jamais été voir une telle vidéo sinon. Alors, non, mais Tikwik m'a appris du coup que le Tsum Tsum, par exemple, le Tsum Tsum au roi de cœur d'Alice au pays des merveilles, par exemple, coûte entre 80 et 100 €. Ah quand même? Je rappelle qu'un Tsum Tsum de base, ça coûte 5 balles, hein. Le Tsum Tsum de Kanga, de Winnie l'ourson, a vu sa cote beaucoup osciller à cause de la ressortie d'une nouvelle version avec son petit, et du coup, il était passé à 100 balles, et puis là, il est redescendu vachement, enfin, c'est passionnant. Ah. Le Mickey Fantasia 2014 va carrément vers les 175 €. Ouh! Et il y Ah a le oui. Cléo, le poisson de Pinocchio, qui vaut carrément 300 balles. D'accord, OK. Qui a besoin de Extraordinaire. NFT? Voilà, franchement. Alors, c'est pas moi qui délire complètement d'ailleurs, hein. Enfin, pas complètement, c'est Coinbase lui-même qui rapproche l'achat de crypto à celui de Beanie Babies. Alors les Beanie Babies, c'est les petites peluches mignonnes de bébés animaux, les OK. Beanie Babies. OK. Et j'invente rien, hein, ils ont dit ça à un juge fédéral à Manhattan pour contrer les arguments selon lesquels les cryptos devraient être considérés comme des titres au sens financier du terme, c'est-à-dire des titres d'une Ça, c'est entreprise, quoi. génial. Alors la nuance est importante parce que quand tu achètes une crypto, tu fais quoi? Tu investis Ouais, et tu paries sur le réseau qui est derrière, complètement. sur le succès de la blockchain, de son infrastructure. Donc, c'est comme si tu achetais un titre Ouais. tu vois, quand tu achètes un Ether, bah, tu paries sur la réussite d'Ethereum quelque part. Tu Mmh. soutiens Ethereum. Donc, c'est comme si tu achetais un titre. Et ça, c'est l'argument de la SEC. Mais si c'est ça, le business de Coinbase, bah, c'est pas du tout le même. Parce que du coup, bah, voilà, c'est les titres financiers, quoi. Tout ça, c'est régulé. Donc, il doit souscrire à toutes les contraintes des boîtes financières qui font ce genre de trucs. Et c'est là que Coinbase rétorque: non, non, quand vous achetez une crypto, c'est pas comme quand vous achetez, c'est comme si vous achetiez un Beanie Baby, mais pas une action de Beanie Babies Corp. C'est-à-dire, vous achetez une peluche, vous achetez pas la boîte, enfin une action de la boîte qui fait la peluche. Mmh. Donc, du coup, donc c'est ça, en fait, c'est ça L'image est leur hyper argument, quoi. intéressante, ouais. Mmh. Vous achetez un token dont la valeur est donc aussi stable et concrète que celle d'une peluche saucisse. Et pas de la part du réseau qui est derrière. Sauf qu'un token, c'est pas un objet. D'ailleurs, c'est même c'est fongible. Si c'est une crypto-monnaie, c'est même carrément fongible. Et donc, c'est quand même très différent d'une carte à collectionner. Alors, c'est un désaccord sur la qualification qui entraîne lui-même un gros désaccord sur la doctrine à suivre derrière. Bah Tu vois. oui, pour le moins. Mais bon, Coinbase lui-même le dit, hein, finalement, c'est lui qui le dit. Acheter les cryptos, bah, c'est comme collectionner les Tsum Tsum. Voilà. Tant que vous trouvez un vendeur pour vos Tsum Tsum, bah, ça roule, vos Tsum Tsum, ils ont de la valeur. Bon voilà, mais si vous essayez de me les vendre à moi, ben ça a zéro valeur, parce que moi, ça vaut pas un clou, un Tsum Tsum. Et si jamais un auditeur t'offre un Tsum Tsum, Guillaume, est-ce que tu l'accepterais? Ça dépend du Tsum Tsum. Oui, d'accord, OK. Il faut que ce soit un Tsum Tsum coté ou c'est juste celui qui touchera Non, ton cœur? exactement. Bon, très bien. Moi, je suis pas Merci comme ça. beaucoup, Guillaume, d'avoir apporté toute la culture nécessaire autour des crypto-monnaies, mais aussi et surtout autour des Tsum Tsum. Je suis sûr que les auditeurs garderont cette image gravée en tête de toi en train de consulter cette vidéo de Petit Quick et qui parle de ces Tsum Tsum les plus chers. Je découvre la youtubeuse que je ne connaissais bien évidemment pas, mais je connais quelques nièces qui, je n'en doute pas une seconde, connaissent parfaitement bien. Donc, je vais me la péter dans les prochains week-ends en disant: «Ah, tu connais les Tsum Tsum, un petit quick», tout ça. Bon, bref. Merci beaucoup, Guillaume, pour la préparation de ce supplément et de l'épisode hebdomadaire de Tech Café de cette semaine. C'est toujours un grand plaisir j'espère pour toi, partager, de te retrouver pour parler de tech et puis de savoir que nos auditeurs apprécient ces moments passés en leur compagnie, où on les informe et où on les divertit. Guillaume, il est grand temps peut-être de rappeler à nos auditeurs où on peut te retrouver. Ben moi, je pense que je vais regarder les autres vidéos de Petit Quick et développer une curiosité morbide pour la cote et des conneries en plastique et en peluche. Je vais me renseigner sur le pop le plus cher du monde. C'est quoi le pop le plus cher du monde? Intéressant. OK, très bien. Et puis j'imagine qu'il y a des sites qui recensent le prix des pop et le prix des Tsum Tsum les plus chers. Enfin, voilà, Et il y a les cotes en temps réel? Tu crois Eh qu'il y a ben des oui, bourses mais au c'est pop et sûr. des Ben, bourses au j'en Tsum Tsum? suis certain. Si ça n'existe pas, il faut qu'on le crée tout de suite. Mais je suis sûr que Mais ça c'est vrai. existe. Absolument. Merci Guillaume, je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et partout là où il y a un compte Guillaume Vendée avec à peu près ma tronche. Ça devrait logiquement être moi jusqu'à ce que la désinformation envahisse les profils qui me concernent. Et puis, bien entendu, vous pouvez interagir avec nous sur techcafé.fr dans les commentaires qui accompagnent les articles lors de la parution des épisodes. Vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord.
Et bien entendu, vous pouvez nous soutenir, ce qui nous permettra peut-être d'acheter les Tsum Tsum les plus chers et de voir leur code grandir avec nos yeux larmoyants en vous rendant sur patreon.com/techcafé. Merci beaucoup pour vos retours, merci beaucoup pour votre participation dans les interactions. En attendant, on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.